Chapitre 35. Le prince avait communiqué sa bonne humeur et aux gens de la maison, et à sa famille, et à ses amis, et même à leur propriétaire. Lorsqu'il fut revenu de la source avec Kitty, il invita pour le café le colonel, Marie Evgenevna et Varenka, et fit dresser la table sous le marronnier du jardin. Le propriétaire et les domestiques revenaient à la vie sous l'influence de cette gaieté. Il connaissait sa générosité, et, une demi-heure plus tard, un médecin de Hambourg malade, qui occupait le premier étage, contemplait avec envie par la fenêtre cette joyeuse société russe de gens bien portants, réunis sous le marronnier. Sous l'ombre tremblante des feuilles, près de la table couverte d'une nappe blanche et chargée du service à café, de pain, de beurre, de fromage et de gibier froid, trônait la princesse, coiffée d'un bonnet à ruban lilas, distribuant tasses et tartines. À l'autre bout de la table, le prince faisait honneur au repas, tout en bavardant avec entrain. Il avait disposé à côté de lui ses achats, coffrets sculptés, bibelots, coupe-papier, de toutes espèces dont il avait fait emplette dans toutes les villes d'eau où il avait passé. Chacun eut son cadeau, y compris Lichen, la servante, et le propriétaire, avec lequel il plaisantait de sa prononciation comique en allemand, l'assurant que ce n'était pas les eaux qui avaient guéri Kitty, mais sa bonne cuisine, en particulier sa soupe aux pruneaux. La princesse se moquait des manières russes de son mari, mais elle était plus gaie et plus animée que jamais pendant son séjour aux eaux. Le colonel, comme toujours, riait des plaisanteries du prince. Mais, en ce qui concernait l'Europe, qu'il étudiait avec attention, du moins il le pensait, il se rangeait du côté de la princesse. La brave Marie Evgenevna se pâmait de rire à tous les propos plaisants du prince. Quant à Varenka, Kitty ne l'avait jamais vue ainsi. Elle étouffait de l'hilarité silencieuse mais communicative qu'éveillaient en elle les plaisanteries du prince. Tout ceci divertissait Kitty, mais elle n'en était pas moins préoccupée. Elle ne pouvait résoudre le problème que son père avait posé involontairement en promenant un regard ironique sur ses amis et sur cette vie pour laquelle elle avait pris tant de goût. À ce problème se joignait encore le changement d'attitude des Petrov, qui tout à l'heure s'était manifesté si visiblement et de façon si pénible. Tous s'amusaient. Mais Kitty ne pouvait être gaie, et cela la tourmentait d'autant plus. Elle éprouvait un sentiment analogue à celui qu'elle ressentait dans son enfance, lorsqu'on l'avait enfermée dans sa chambre pour la punir et qu'elle entendait les rires joyeux de ses sœurs. « Pourquoi as-tu acheté tant de choses ?» dit la princesse en souriant et en tendant à son mari une tasse de café. « Je sortais pour me promener. Je m'approchais d'une boutique. On me sollicitait aussitôt. « Erlaucht, Excellence Durlaucht. » Quand on en venait à Durlaucht, je ne résistais plus, et je dépensais 10 thalers comme rien. « C'est parce que tu t'ennuyais, voilà tout, » dit la princesse. « Mais bien sûr, je m'ennuyais tellement, ma chère, que je ne savais où me fourrer. »« Comment peut-on s'ennuyer, prince ? Il y a tant de choses intéressantes maintenant en Allemagne, » dit Marie Evgenevna. « Mais je connais tout ce qui est intéressant. Je connais la soupe aux pruneaux. Je connais la saucisse au pois. Je connais tout. » « Non, vous aurez beau dire, prince, leurs institutions sont intéressantes, » dit le colonel. « Qu'ont-elles d'intéressant ? Ils sont fiers comme des paons parce qu'ils ont vaincu le monde entier. Quel sujet de satisfaction y a-t-il là pour moi ? Je n'ai vaincu personne. Il faut non seulement que j'ôte mes bottes moi-même, mais que j'aille moi-même les mettre devant ma porte. Le matin, il faut s'habiller aussitôt levé et se rendre au salon pour boire un thé exécrable. Ce n'est pas comme chez nous. Là-bas, on se réveille sans se presser. On se fâche si on a envie, on grogne. On attend d'avoir l'esprit clair, on rumine, toujours en prenant son temps. Mais le temps, c'est de l'argent. Vous oubliez cela, dit le colonel. Pas toujours. Quelquefois, on donnerait un mois entier pour 50 kopecks.
et on ne donnerait pas une demi-heure pour tout l'or du monde. N'est-ce pas, Kitty? Mais qu'as-tu? Tu as l'air triste. Je n'ai rien. Où allez-vous? Restez encore un peu, dit le prince à Varenka. Il faut que je rentre, dit Varenka, qui, en se levant, fut prise d'un nouvel accès de gaieté. Lorsqu'elle se fut calmée, elle prit congé et alla chercher son chapeau. Kitty la suivit. Varenka elle-même lui paraissait différente. Elle n'était pas moins parfaite, mais elle était autre qu'elle ne se l'était imaginée auparavant. « Il y a longtemps que je n'ai autant ri, » dit Varenka en prenant son sac et son ombrelle. « Comme votre père est charmant. » Kitty se taisait. « Quand nous reverrons-nous » demanda Varenka. « Maman voulait passer chez les Petrov. »« Vous n'y serez pas » dit Kitty, pour éprouver Varenka. « Si, » répondit Varenka. « Ils vont partir et je leur ai promis de les aider à faire leurs bagages. »« Alors je viendrai aussi. »« Non, ce n'est pas la peine. »« Pourquoi ? Pourquoi ?» dit Kitty en ouvrant de grands yeux et en retenant Varenka par son ombrelle. « Non, restez. Pourquoi ? » « Parce que votre papa vient d'arriver et parce qu'ils sont gênés quand vous êtes là. »« Non, dites-moi, pourquoi vous ne voulez pas que j'aille souvent chez les Petrov ? Car vous ne le voulez pas. Pourquoi ? » ?»« Je n'ai pas dit cela, » répondit calmement Varenka. « Si, je vous en prie, répondez-moi. »« Faut-il tout vous dire ? » demanda Varenka. « Tout, insista Kitty. « Il n'y a rien de particulier. Mais Michel Alexeyevitch, c'était le nom du peintre, voulait partir plus tôt et maintenant il ne veut plus partir, dit Varenka en souriant. Alors, la pressait Kitty en la regardant d'un air sombre. Alors Anna Pavlovna lui a dit que c'était à cause de vous qu'il ne voulait plus partir. Bien entendu, c'était hors de propos, mais ils se sont disputés à votre sujet. Et vous savez combien ces malades-là sont irritables. Kitty, de plus en plus sombre, gardait le silence. Varenka parlait seule, cherchant à l'adoucir et à la calmer, et prévoyant une explosion, ne sachant si ce serait de larmes ou de paroles. Vous voyez, il vaut mieux que vous ne veniez pas, comprenez, ne soyez pas fâchés. C'est bien fait pour moi, dit vivement Kitty en s'emparant de l'ombrelle de Varenka, sans regarder son amie en face. Varenka eut envie de sourire devant le courroux enfantin de son amie, mais elle craignait de la blesser. « Pourquoi bien fait ? Je ne comprends pas, » dit-elle. « Bien fait parce que tout cela était de l'hypocrisie, parce que c'était inventé, que cela ne venait pas du cœur. Qu'ai-je à faire avec un homme qui ne m'est rien ? Il en est résulté que j'ai été la cause d'une querelle et que je me suis mêlé de ce qui ne me regardait pas. Parce que c'était que de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. De l'hypocrisie. » « Dans quel but ? » dit Varenka doucement. « Ah, comme c'est stupide et bas. Je n'en avais nul besoin. Tout cela, c'est de l'hypocrisie, disait-elle, en ouvrant et en refermant l'ombrelle. Mais dans quel but, enfin ? Pour paraître meilleur aux autres, à moi-même, à Dieu, pour tromper tout le monde ? Non, je ne succomberai plus à cela. Je resterai mauvaise, mais au moins je ne serai ni menteuse, ni fourbe. » « Qui donc est fourbe ? » lui dit Varenka d'un ton de reproche. « Vous parlez comme si... » Kitty, tout à son emportement, ne la laissa pas achever. « Ce n'est pas de vous. Ce n'est pas du tout de vous que je parle. Vous êtes une perfection. Oui, je sais que vous êtes toutes des perfections. Mais que faire si je suis mauvaise ? Ceci ne serait pas arrivé si je n'avais pas été mauvaise. Je resterais ce que je suis. Du moins, je ne jouerai plus la comédie. Qu'ai-je à faire d'Anna Pavlovna ? Qu'ils vivent comme ils l'entendent et moi comme je le veux. Je ne peux me changer. Et d'ailleurs, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. » « Qu'est-ce qui n'est pas cela ? » lui demanda Varenka perplexe. « Ce n'est pas cela. Je ne peux vivre autrement que par le cœur. Et vous vivez d'après des principes. Moi, je me suis prise d'affection pour vous. C'est tout. Tandis que vous, c'était pour me sauver, m'instruire. »« Vous êtes injuste, » dit Varenka. «
Je ne parle pas des autres, je ne parle que de moi. « Kitty !» cria la comtesse. « Viens ici montrer tes coraux à papa !» Kitty, d'un air fier, sans se réconcilier avec son ami, prit la boîte de coraux sur la table et partit rejoindre sa mère. « Qu'as-tu ? Pourquoi es-tu si rouge ?» lui demandèrent à la fois son père et sa mère. « Rien, » répondit-elle. « Je reviens tout de suite. » Et elle partit en courant. « Elle est encore là, » songeait-elle. « Que vais-je lui dire, mon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Pourquoi l'ai-je offensé ? Que vais-je faire ? Que vais-je lui dire ? Se répétait Kitty. Et elle s'arrêta sur le pas de la porte. Varenka, son chapeau sur la tête, était assise près de la table. Elle avait son ombrelle à la main et en examinait le ressort que Kitty avait cassé. Elle leva la tête. « Varenka, pardonnez-moi, pardonnez-moi » murmura Kitty en s'approchant d'elle. « Je ne me rappelle même plus ce que j'ai dit, Vraiment, je ne voulais pas vous blesser, » dit Varenka en souriant. La paix fut conclue. Mais l'arrivée de son père avait transformé pour Kitty le monde où elle vivait. Elle ne désavoua pas tout ce qu'elle avait découvert, mais elle comprit qu'elle se trompait elle-même, en pensant qu'elle pouvait être ce qu'elle désirait être. Il lui sembla qu'elle sortait d'un rêve. Elle sentit toute la difficulté de se maintenir, sans hypocrisie ni bravade, sur les hauteurs où elle voulait s'élever. En outre, elle sentit tout le poids de ce monde de souffrance, de maladie, de mourants dans lequel elle vivait. Les efforts qu'elle faisait pour aimer tout cela lui parurent cruels, et elle éprouva le besoin de se retrouver au plus vite au grand air, en Russie, à Ergoutchovo, où, comme elle l'avait appris par une lettre, sa sœur d'Olive venait de s'installer avec ses enfants. Mais son amour pour Varenka n'avait pas faibli. En lui disant adieu, Kitty la supplia de venir les voir en Russie. « Je viendrai quand vous vous marierez, » dit Varenka. « Jamais je ne me marierai. »« Alors, je ne viendrai jamais. »« Dans ce cas, je ne me marierai que pour cela. Prenez garde. N'oubliez pas votre promesse, » dit Kitty. Les prévisions du docteur se trouvèrent justifiées. Kitty rentra en Russie guérie. Elle n'était plus aussi insouciante ni joyeuse qu'autrefois, mais elle était calme. Les anciens chagrins n'étaient plus que des souvenirs. Donc là, on entame la troisième partie. Troisième partie. Chapitre 1. Serge Ivanovitch Koznichev désirait se reposer de ses travaux intellectuels. Mais, au lieu de se rendre comme d'habitude à l'étranger, il arriva à la fin de mai chez Lévin. À son avis, rien ne valait la vie à la campagne. Il venait en jouir chez son frère. Constantin Lévin fut d'autant plus enchanté qu'il n'attendait plus son frère Nicolas pour cet été-là. Mais, malgré son affection et son estime pour Serge Ivanovitch, Constantin Lévin ne se sentait pas à l'aise en sa présence à Pokrovskoïe. Il lui était agréable, pénible, même de voir comment son frère comprenait la campagne. Il lui était désagréable, pénible même de voir comment son frère comprenait la campagne. Pour Constantin Lévin, la campagne était le théâtre même de sa vie, c'est-à-dire de ses joies, de ses souffrances, de ses travaux. Pour Serge Ivanovitch, c'était d'une part un lieu de repos, d'autre part un excellent antidote contre la corruption de la ville, antidote qu'il absorbait avec satisfaction, conscient de son efficacité. Pour Constantin Lévin, la campagne était d'autant plus belle qu'elle offrait du champ à des travaux d'une incontestable utilité. Pour Serge Ivanovitch, elle était d'autant plus belle qu'on pouvait et qu'on devait n'y rien faire. De plus, l'attitude de Serge Ivanovitch envers les paysans crispait un peu Constantin. Serge Ivanovitch prétendait aimer et connaître le peuple. Fréquemment, il bavardait avec les moujiks sans gêne ni affectation. Et, de chacune de ces conversations, il extrayait des données générales à l'avantage du peuple.
et qui prouvait qu'il connaissait ce peuple. Pareille attitude déplaisait à Constantin Lévin. Pour lui, le peuple était le principal auxiliaire dans le labeur universel et, malgré son respect et une sorte d'amour fraternel pour le moujik qu'il assurait avoir sucé avec le lait de sa nourrice paysanne, malgré l'admiration qu'il éprouvait parfois devant la force, la douceur, la droiture de ces hommes, bien souvent, lorsque le travail commun exigeait d'autres qualités, il s'irritait de l'insouciance, de la malpropreté, de l'ivrognerie, des mensonges des paysans. Constantin Lévin, si on lui avait demandé s'il aimait le peuple, n'aurait franchement su que répondre. Il avait à la fois de la sympathie et de l'antipathie pour eux, comme pour tous les autres gens. Comme c'était un brave garçon, il éprouvait plus souvent de la sympathie que de l'antipathie pour les gens. Ainsi en allait-il des paysans. Mais ses sentiments envers le peuple avaient un caractère particulier. Non seulement il vivait avec le peuple, non seulement tous leurs intérêts étaient liés, mais il se considérait comme une partie intégrante du peuple. Aussi ne pouvait-il, pas plus que les siens propres, voir ni les défauts ni les qualités des paysans. En outre, quoiqu'il eût vécu longtemps en rapport très étroit avec les moujiks, en tant que propriétaire, arbitre et surtout conseiller, les moujiks avaient confiance en lui et faisaient des 40 verstes pour venir lui demander conseil. Il n'avait aucune opinion précise sur le peuple, et si on lui avait demandé s'il le connaissait, il aurait été embarrassé de répondre que si on lui avait demandé s'il l'aimait... Dire qu'il connaissait le peuple lui équivalut à lui... Dire qu'il connaissait le peuple eût équivalu pour lui à dire qu'il connaissait les hommes. Il observait constamment et connaissait toutes sortes de gens, et, dans le nombre des moujiks, qu'il jugeait bons et intéressants, à tout instant, il relevait en eux de nouveaux traits qui modifiaient l'opinion qu'il avait d'eux. Pour Serge Ivanovitch, c'était tout le contraire. De même qu'il aimait et louait la vie rustique par opposition du genre de la vie qu'il n'aimait pas, de même il aimait le peuple par opposition à cette classe de gens qu'il n'aimait pas, et il voyait dans le peuple une catégorie d'hommes opposés aux hommes en général. Son esprit méthodique s'était formé de conceptions précises de la vie paysanne. Il les devait parfois à l'observation de la vie même du paysan, mais le plus souvent à celle des contrastes. Jamais il ne rectifiait l'opinion qu'il avait du peuple, ni son attitude de sympathie envers lui. Dans les différends qui surgissaient entre les deux frères, la victoire restait toujours à Serge Ivanovitch, précisément parce que ce dernier avait une conception précise du peuple, de son caractère, de ses particularités et de ses goûts, tandis que Constantin Lévin n'avait aucune opinion précise. Aussi, dans ces disputes, se révélait-il en contradiction avec lui-même. Serge Ivanovitch estimait que son frère cadet était un excellent garçon, au cœur bien placé, mais dont l'esprit, quoique vif, était trop soumis aux impressions du moment, et, par la suite, plein de contradictions. Avec la condescendance d'un aîné, il lui expliquait parfois la signification des choses, mais il ne pouvait trouver de plaisir à discuter avec lui, parce qu'il le démontait trop facilement. Constantin Lévin considérait son frère comme un homme d'une vaste intelligence et d'une large culture, noble au sens le plus élevé de ce mot, et doué de la faculté d'agir pour le bien public. Mais, au fond de son cœur, plus il avançait en âge et plus il apprenait à connaître son frère. Plus souvent, il pensait que cette faculté d'agir pour le bien public, dont il se sentait lui-même totalement privé, n'était peut-être pas une qualité, mais au contraire une lacune. Non un manque de désir et de goût noble, droit et bon, mais plutôt un manque d'énergie vitale, ce qu'on appelle le cœur, l'absence de cette aspiration qui contraint un homme, parmi toutes les routes qui s'offrent à lui, d'en choisir une et de ne désirer que celle-là. Mieux, il connaissait son frère. Plus il remarquait que Serge Ivanovitch, comme tant d'autres hommes, œuvrant pour le bien public, n'avait pas été amené par le cœur à cet amour du bien général. L'intelligence seule leur avait démontré qu'il était bon de s'intéresser, et c'était le seul mobile. Cette supposition se trouva affermie lorsque Lévin constata que son frère ne prenait pas plus à cœur les problèmes concernant le bien public et l'immortalité de l'âme qu'une partie d'échecs ou l'agencement ingénieux d'une nouvelle machine. Le malaise que Constantin Lévin éprouvait à la campagne en compagnie de son frère
avait une autre cause. Sur ces terres, particulièrement en été, Lévin était constamment occupé et la longue journée ne suffisait pas à toutes les tâches qui se présentaient, tandis que Serge Ivanovitch se reposait. Bien qu'il se reposât, c'est-à-dire qu'il ne travaillait pas à son ouvrage, il était tellement habitué aux exercices intellectuels qu'il aimait exprimer sous une forme élégante et ramasser les pensées qui lui venaient à l'esprit, et il désirait avoir un auditeur. Son auditeur habituel était naturellement son frère. Et, malgré la simplicité amicale de leur rapport, Constantin avait scrupule à le laisser seul. Serge Ivanovitch aimait rester couché dans l'herbe au soleil, à se rôtir et à bavarder paresseusement. « Tu ne saurais croire, disait-il à son frère, quelle jouissance est pour moi cette vie de fainéant. On a la tête vide de toute pensée. » Mais Constantin Lévin s'ennuyait à rester assis et à l'écouter, surtout parce qu'il savait qu'on charriait le fumier sans lui sur les champs non labourés, qu'on l'y entasserait Dieu sait comment s'il ne surveillait pas le travail, qu'on ne pourrait visser les courtes des charrues, qu'on les ôterait pour dire ensuite que les charrues étaient une invention absurde. Parlez-moi d'un bon vieux soc, etc., etc. Arrête-toi un peu de courir par cette chaleur, lui disait Serge Ivanovitch. Non, je vais juste une minute au bureau, disait Lévin, et il se sauvait dans les champs. Chapitre 2. Dans les premiers jours de juin, la bonne vieille Agathe Mikhailovna, qui remplissait en même temps les fonctions de femme de charge, glissa en descendant à la cave un bocal de champignons fraîchement salés, tomba et se foula le poignet. On vit chercher un médecin du Zemstvo, jeune étudiant bavard qui venait de quitter l'université. Il examina la main, dit qu'elle n'était pas démise, fut ravi de s'entretenir avec le célèbre Serge Ivanovitch Koznitchev et, pour lui montrer son point de vue éclairé sur les choses, lui raconta tous les commérages du district, en se plaignant de la mauvaise marche de l'administration provinciale. Serge Ivanovitch l'écoutait avec attention, lui posait des questions et, mis en train par ce nouvel auditeur, se lança dans de grands discours parsemés de remarques pertinentes et profondes, qui furent appréciées respectueusement par le jeune docteur, et fut saisi de cette animation, bien connue de son frère, qui le prenait après une conversation vive et brillante. Lorsque le docteur fut parti, il voulut pêcher au bord de la rivière. Serge Ivanovitch aimait la pêche et semblait tirer vanité de pouvoir aimer un passe-temps aussi stupide. Constantin Lévin, qui avait besoin de se rendre au labour et aux prairies, proposa à son frère de le conduire dans son cabriolet. C'était le fait de l'été. L'époque où se dessine déjà la récolte de l'année, où commencent les soucis des semailles de l'année suivante, et où la fenaison approche. Époque où le seigle vert de gris est monté en épi et balance ses tiges légères au vent en attendant la montée de la sève, où la verte avoine semée tardivement jaillit en désordre parmi les touffes d'herbes jaunes, où le sarrasin précoce s'épanouit déjà, cachant le sol, où l'on passe la charrue dans les jachères au chemin abandonné, rétive à la herse et durcie par le piétinement du bétail, où les tas de fumier transportés dans les champs mêlent leurs odeurs à celles des plantes, où les prés entretenus, attendant la faux, étalent leurs tapis serrés parsemés de bouquets sombres, de l'oseille sarclée. C'était l'époque où un court répit intervenait dans les travaux champêtres avant la moisson, qui revint chaque année, et réclame chaque année toutes les forces des paysans. La récolte promettait d'être magnifique. Les journées étaient claires et chaudes, suivies de nuits courtes où la rosée se déposait en abondance. Les deux frères devaient traverser un bois pour rejoindre les prairies. Serge Ivanovitch s'extasia pendant tout le trajet sur cette forêt au feuillage touffu. Il montrait à son frère tantôt un vieux tilleul à demi enveloppé d'ombre, diapré de stipules jaunes et prêt à fleurir,
tantôt de jeunes pousses d'arbres, d'un vert éclatant, d'émeraude. Constantin Lévin n'aimait ni parler, ni entendre parler des beautés de la nature. Les mots, pour lui, enlevaient la beauté des choses. Il approuvait, mais malgré lui, il pensait à autre chose. Lorsqu'ils sortirent de la forêt, toute son attention fut absorbée par une jachère sur un coteau, ici couverte d'herbes jaunissantes, ici brisée en mottes, là parsemée de monticules, ailleurs labourée. Une file de télegs longeait la jachère. Lévin les compta et fut heureux de constater qu'elles étaient en nombre suffisant. À la vue des prairies, il se mit à songer au foin. La fenaison touchait toujours en lui une corde particulièrement sensible. Parvenu à la lisière des prairies, Lévin arrêta son cheval. La rosée du matin couvrait encore l'herbe épaisse, et Serge Ivanovitch, pour ne pas se mouiller les pieds, demanda à son frère de le conduire en cabriolet à un buisson de cytises auprès duquel on attrapait des perches. Bien que cela le navrât de fouler son herbe, Constantin Lévin s'engagea dans le pré. L'herbe haute s'agrippait mollement aux pattes des chevaux et aux roues, abandonnant ses semences sur les rayons et les moyeuses, mouillées. Son frère s'assit sous le buisson après avoir dévidé sa ligne. Lévin conduisit son cheval à l'écart, l'attacha et entra dans l'immense prairie vert-de-gris que le vent ne faisait même pas frissonner. Dans la zone d'inondation, l'herbe soyeuse dont les graines étaient parvenues à maturité ou montait presque jusqu'à la ceinture. Coupant à travers le pré, Constantin Lévin déboucha sur la route où il croisa un vieillard à l'œil gonflé qui portait un panier à coiffer des essaims. « Alors, tu l'as attrapé, Formitch ?» lui demanda Lévin. « Attrapé ? Ouais. Tout ce que je demande, c'est de garder le mien. Voilà la seconde fois que le jeune essaim se sauve. Heureusement que les garçons sont arrivés à temps. On laboure chez vous. Ils ont dételé le cheval et lui ont couru après. Qu'en penses-tu, Formitch ? Faut-il faucher maintenant ou attendre ? Que voulez-vous que je vous dise ? Nous préférons attendre la Saint-Pierre. Mais vous fauchez toujours plus tôt. Si Dieu le permet, l'herbe sera belle, le bétail aura de quoi. Crois-tu qu'il va faire beau ? Ce sera comme Dieu voudra. Peut-être bien que oui. Lévin revint vers son frère. Le poisson ne mordait pas, mais Serge Ivanovitch ne s'ennuyait point et semblait d'humeur très gaie. Lévin voyait que, stimulé par sa conversation avec le docteur, il avait envie de parler. Lévin, au contraire, désirait rentrer au plus vite, donner des ordres concernant l'appel des faucheurs pour le lendemain et prendre cette décision qui lui tenait tant à cœur au sujet de la fenaison. « Si nous rentrions, dit-il. Pourquoi nous presser ? Restons encore un peu. Tu es trempé. Je ne prends rien, mais je suis très bien ici. Toutes les chasses ont ceci de bon qu'on a affaire à la nature. Quel charme ont ces eaux miroitantes, dit-il. Ces rives des prairies, poursuit-il, me rappellent une devinette. Tu sais, l'herbe dit à l'eau, nous plions, nous plions. Je ne connais pas cette devinette, lui répondit Lévin d'un ton mélancolique. Chapitre 3. Sais-tu, je pensais à toi, dit Serge Ivanovitch. À ce que m'a dit ce docteur, ce qui se passe dans votre district est invraisemblable. Il est loin d'être sot, ce garçon. Je te l'ai dit et je te le répète. Tu as tort de ne pas aller aux réunions et, de façon générale, de te tenir à l'écart du Zemstvo. Si les gens, comme il faut, se cachent dans leurs trous, tout ira à volo. Nous payons et notre argent passe en appointement. Il n'y a ni école, ni chirurgien, ni sage-femme, ni pharmacie, il n'y a rien. J'ai essayé, répondit Lévin tout bas, à contre-cœur, mais je ne peux pas. Que faire ? Mais pourquoi ne peux-tu pas ? Je ne comprends pas, je l'avoue. J'écarte l'indifférence, l'incapacité, alors ce serait la paresse, tout simplement.
Rien de tout cela. J'ai essayé, et j'ai vu que je ne pouvais rien faire, dit Levin. Il accordait peu d'attention à ce que disait son frère. Comme il examinait les labours au-delà de la rivière, il y distingua une tache noire, mais ne put déceler si c'était son intendant à cheval ou une bête sans cavalier. Pourquoi ne peux-tu rien faire? Tu as fait une tentative qui, à ton avis, a échoué et tu te résignes. Comment peut-on avoir si peu d'amour-propre? Je ne sais pas ce que c'est que l'amour-propre, dit Levin, piqué au vif par les paroles de son frère. Si à l'université on m'avait dit que je ne comprenais pas le calcul intégral, alors que d'autres le comprenaient, j'y aurais mis de l'amour-propre. Mais ici, il faut être convaincu d'avance qu'il est nécessaire d'avoir certaines capacités pour ce genre d'affaires, et surtout que toutes ces affaires sont de première importance. Eh bien, n'en est-il pas ainsi? Dit Serge Ivanovitch, piqué à son tour de ce que son frère jugea futile, ce qui l'occupait et surtout de ce qu'il n'écouta visiblement que d'une oreille. Non, cela ne me paraît pas important. Cela ne m'intéresse pas. Que veux-tu? Répondit Levin, devinant que la tache noire était son intendant et que celui-ci, selon toute apparence, renvoyait les paysans chez eux. Il tournait les herses. Aurait-il déjà terminé? Songea-t-il. Écoute-moi tout de même, lui dit son frère aîné, dont le beau visage intelligent s'était rembruni. Il y a une limite à tout. C'est très bien d'être un original, un homme sincère et de détester le mensonge. Je sais tout cela, mais ce que tu dis, ou n'a pas de sens, ou peut être pris en mauvaise part. Comment? Tu trouves sans importance que ce peuple que tu aimes, comme tu dis? Je n'ai jamais dit rien de pareil, songea Levin. Meurt sans secours, que des sages-femmes frustrent, fassent périr les enfants, que le peuple croupisse dans l'ignorance et reste à la merci du premier scribe venu. Tu as les moyens de remédier à cette situation, et tu n'interviens pas, parce que tu juges que c'est sans importance. Et Serge Ivanovitch le mit devant un dilemme. Ou bien ton développement intellectuel est insuffisant, et tu ne peux voir tout ce que tu peux faire. Ou bien tu ne veux pas renoncer à la tranquillité, à ton amour-propre, à Dieu sait quoi. Constantin Levin sentait qu'il ne lui restait qu'à se soumettre ou à avouer qu'il n'éprouvait qu'un amour modéré pour le bien public. Et cela l'agaçait et l'offensait. Les deux sont vrais, dit-il d'un ton catégorique. Je ne vois pas qu'on puisse... Comment? On ne peut pas, en répartissant mieux l'argent, organiser une assistance médicale? Non, je ne crois pas. Sur les 4000 verstes carrées de notre district, avec ses bas-fonds humides, ses tempêtes, les travaux d'échange, je ne vois pas la possibilité d'organiser une assistance médicale. Et d'ailleurs, je ne crois pas à la médecine. Mais, permets, c'est injuste. Je peux te citer des milliers d'exemples. Et les écoles? Des écoles pour quoi faire? Qu'est-ce que tu dis? Peut-on douter de l'utilité de l'instruction? Si elle est bonne pour toi, elle est bonne pour tout le monde. Constantin Levin se sentait moralement acculé à un mur. Aussi prit-il la mouche et se laissa échapper involontairement la principale raison de son indifférence pour le bien public. Tout cela est peut-être vrai, mais pourquoi m'inquiéterais-je de l'installation de ces stations médicales dont je ne tirerai jamais le moindre avantage, d'écoles où je n'enverrai jamais mes enfants, où les paysans eux-mêmes ne veulent pas envoyer les leurs, et où je ne suis pas encore sûr qu'il soit nécessaire de les envoyer, dit-il. Serge Ivanovitch fut un instant démonté par cette façon inattendue d'envisager le problème, mais il combina aussitôt un nouveau plan d'attaque. Il se tut, sortit une de ses lignes, la relança et se tourna en souriant vers son frère. Permets. Premièrement, la nécessité de la station médicale a été démontrée. Nous avons fait chercher le docteur du Zemstvo pour Agathe Mikhailovna. Oui, mais j'ai bien peur que sa main reste démise. C'est à voir. Ensuite, un moujik, un ouvrier qui sait lire et écrire, des plus précieux, plus utile. Non, tu peux demander à qui tu veux, répondit Constantin Levin d'un ton péremptoire. Un homme qui sait lire et écrire, en tant qu'ouvrier, est 100 fois pire. Il ne voudra plus aller réparer les routes si on lui fait construire un pont. Il volera les matériaux. Au reste, fit en fronçant les sourcils Serge Ivanovitch, qui n'aimait pas la contradiction, et surtout celle qui sautait sans cesse d'un sujet à l'autre, produisait sans aucun lien de nouveaux arguments, de sorte qu'on ne savait plus quoi répondre. Au reste,
La question n'est pas là. Reconnais-tu que l'instruction est un bienfait pour le peuple ? Oui, dit Lévin inopinément, et aussitôt il songea qu'il ne disait pas sa pensée. Il sentait que, puisqu'il en convenait, on lui démontrerait qu'il disait des sottises n'ayant pas le moindre sens. De quelle façon on le lui démontrerait, il ignorait, mais il savait que cela lui serait à coup sûr démontré logiquement, et il attendait cette démonstration. L'argument fut beaucoup plus simple que ne le pensait Constantin Lévin. Si tu reconnais que c'est un bienfait, dit Serge Ivanovitch, en honnête homme, tu ne peux pas refuser ta sollicitude, ta sympathie et, par la suite, ta collaboration à une pareille entreprise. Mais je ne suis pas encore certain que cette entreprise soit bonne, dit Constantin Lévin en rougissant. Comment ? Mais tu viens de dire... Enfin, je ne sais encore ni si elle est bonne, ni si elle est possible. Tu ne peux pas le savoir avant d'avoir fait des efforts dans ce but. Admettons, dit Lévin, bien qu'il ne l'admît pas le moins du monde. Admettons. Mais je ne vois toujours pas comment je m'en inquiéterai. Comment ? Allons, puisque nous en sommes là, expose-moi ton point de vue philosophique, dit Lévin. Je ne comprends pas ce que la philosophie vient faire ici, dit Serge Ivanovitch d'un ton qui, ce fut le moins l'impression de Lévin, laissait entendre qu'il ne reconnaissait pas à son frère le droit de discuter philosophie. Cela irrita Lévin. Mais si, reprit-il en s'échauffant, je crois que le mobile de toutes nos actions est, malgré tout, le bonheur personnel. Aujourd'hui, dans les institutions provinciales, je ne vois, en tant que noble, rien qui puisse contribuer à mon bien-être. Les chemins ne sont pas meilleurs et ne peuvent pas être meilleurs. Mes chevaux me conduisent ailleurs tout aussi bien par de mauvais chemins. Je n'ai cure ni des docteurs, ni des stations médicales. Je n'ai nul besoin de juge de paix. Je n'ai jamais eu affaire à lui, et j'espère qu'il en restera ainsi. Non seulement les écoles ne me servent à rien, mais elles me nuisent, ainsi que je te l'ai dit. Pour moi, les institutions provinciales ne représentent que l'obligation de payer un impôt de 18 kopecks par arpent, d'aller à la ville, d'y coucher avec des punaises, d'écouter débiter des stupidités et des infamies, et mon intérêt personnel n'y entre pour rien. Pardon, l'interrompit en souriant Serge Ivanovitch. Ce n'est pas l'intérêt personnel qui nous a incités à travailler à la libération des paysans. Pourtant, nous y avons collaboré. Non, le coupa Constantin, s'échauffant de plus en plus. La libération des paysans, c'est autre chose. Nous y avions un intérêt personnel. Tous les honnêtes gens ont voulu secouer ce joug qui les écrasait. Mais être délégué de l'Assemblée, délibérer sur le nombre des vidangeurs et le plan des égouts d'une ville que je n'habite pas, être juré et juger un moujik qui a volé un jambon, écouter 6 heures d'affilée un tissu de niaiseries débité par les défenseurs et les procureurs, entendre le président demander à ce pauvre vieux « Monsieur l'accusé, reconnaissez-vous avoir dérobé un jambon ?» Tu trouves cela intéressant ? Et Constantin Lévin, entraîné par son sujet, mima la scène entre le président et le vieux nigaud de moujik, s'imaginant poursuivre ainsi son argumentation. Serge Ivanovitch haussa les épaules. Où veux-tu en venir ? Je veux dire que je défendrai toujours, de toutes mes forces, les droits qui me toucheront, qui toucheront mon intérêt personnel, que lorsqu'on venait faire des perquisitions chez nous, quand j'étais étudiant et que les gendarmes lisaient nos lettres, j'étais prêt à défendre de toutes mes forces mes droits à l'instruction, à la liberté. J'admets le service militaire, qui touche au sort de mes enfants, de mes frères, au mien propre. Je suis prêt à discuter de tout ce qui me concerne. Mais discuter de l'emploi de 40 000 roubles, ou juger un vieux bêta de moujik, je n'en vois pas l'utilité, et je ne m'en sens pas la force. Constantin Lévin parlait comme si la digue de son discours s'était rompue. Serge Ivanovitch souriait. « Et si tu as un procès demain, tu préfères qu'il soit jugé par l'ancienne chambre criminelle ? » Je n'aurai pas de procès. Je n'ai l'intention d'égorger personne et je n'ai nul besoin de tout cela. Pour tout dire, enchaîna-t-il, passant à un tout autre ordre d'idées. Nos institutions provinciales me font penser à ces jeunes bouleaux que nous fichions en terre le jour de la Pentecôte pour figurer une forêt, alors que la forêt n'a pas besoin de nous pour pousser en Europe. Je ne peux pas sincèrement arroser ces petits bouleaux, ni croire en eux. Serge Ivanovitch se borgna
se borna à hausser les épaules, exprimant par ce geste son étonnement de voir intervenir ces petits boulots dans leur dispute, quoiqu'il eût compris instantanément ce que son frère entendait par là. « Excuse-moi, mais on ne peut raisonner ainsi, » observa-t-il. Mais Constantin Lévin voulait se justifier de ce défaut qu'il connaissait, son indifférence envers le bien public. Aussitôt, il poursuivit. « Je pense qu'aucune activité n'est fondée si elle ne repose pas sur l'intérêt particulier. C'est une vérité générale, philosophique, dit-il en répétant avec détermination le mot philosophique, comme s'il voulait montrer qu'il avait, comme tout un chacun, le droit de parler de philosophie. Serge Ivanovitch sourit encore une fois. Lui aussi, il a une espèce de philosophie au service de ses penchants, songea-t-il. Laisse-la à la philosophie, dit-il. La tâche essentielle de la philosophie de tous les siècles consiste précisément à trouver le lien nécessaire qui existe entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Mais cela n'a rien à voir. Par contre, je dois rectifier ta comparaison. Les bouleaux dont tu parles ne sont pas fichés en terre, mais les implantés, les autres semés. Il faut les traiter avec ménagement. Seuls les peuples qui sentent l'importance et la valeur de leurs institutions et qui y attachent du prix ont un avenir. Ce sont les seuls qu'on puisse nommer historiques. Là-dessus, Serge Ivanovitch plaça le problème sur le terrain de la philosophie de l'histoire, inaccessible à Constantin, et lui démontra toute la fausseté de son point de vue. Quant à dire que cela te déplaît, tu m'excuseras, mais c'est notre paresse russe, nos anciennes habitudes de grands seigneurs. Je suis convaincu que tu reviendras de cette erreur passagère. Constantin gardait le silence. Il se sentait battu à plate couture, mais il sentait en même temps que son frère n'avait pas compris ce qu'il voulait dire, et il ne savait pas pourquoi il n'avait pas été compris. Était-ce parce qu'il n'avait pas su exposer clairement ce qu'il voulait, ou parce que son frère n'avait pas voulu, ou pas su le comprendre? Il n'approfondit pas ses pensées et, sans répondre à son frère, s'absorba dans des réflexions qui avaient trait à un tout autre sujet. Serge Ivanovitch enroula ses dernières lignes, détacha le cheval, et ils partirent.